de travailler au lexique contemporain, politique, du point de vue de deux acteurs d'une conjoncture courte qui a été un peu à l'origine d'ailleurs des réflexions à trois qui nous ont amenés à organiser ce séminaire, c'est-à-dire la séquence de l'élection présidentielle. Je vais revenir sur ce choix de séquence et sur les hypothèses qui sont les miennes depuis très longtemps sur le rôle de ces séquences dans les institutions de la Ve République du point de vue de l'État et du rapport à l'État. Je vous ai envoyé les documents qui vont me servir de base. Alors, j'en ai lu d'autres, mais ces deux textes me semblaient intéressants à mettre en regard pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il s'agit, vous le savez, de deux candidats qui se sont positionnés contre le dispositif parlementaire organisé tel qu'il était du point de vue partisan au moment des élections présidentielles. Et ce sont les deux candidats qui ont connu l'ascension en termes d'intention de vote allant jusqu'au passage à l'acte, c'est-à-dire jusqu'au vote, la plus impressionnante, et qui ont quelque part terminé de dynamiter le dispositif partisan qui était déjà un peu mal en point, mais qui a du mal à s'en remettre, y compris le parti qui pouvait se poser comme l'alternative à un dispositif partisan parlementaire en crise, qui était le Front National, qui lui aussi est mal en point. Donc, deux candidats qui se retrouvent un peu comme les deux interlocuteurs du débat parlementaire actuel, même s'il y en a un qui a beaucoup plus d'appui que l'autre, mais qui se trouvent être semblent être des interlocuteurs qui s'apprécient au fond l'un et l'autre, qui ne sont pas mécontents d'avoir l'autre en face. Alors le choix des deux textes tient au fait que j'ai été frappé que pendant la campagne pour l'un et juste après pour l'autre, un des discours importants et structurants de leur positionnement politique par rapport à l'État ont été des discours sur l'État, dans les deux cas. Le discours sur la VIe République de Mélenchon, place de la République, au mois, c'était, je ne sais plus quand la date, 18 mars. 6 mars, 18. Voilà, 18 mars 2017, et le discours devant le Congrès de Macron après son élection. Il a voulu comme un discours fondateur du sens donné à son action. Donc ils prennent le même terrain d'intervention et ils disent des choses qui, sur un certain nombre de points, se répondent ou résonnent, tout en disant des choses complètement différentes et en structurant leur lexique de façon complètement différente. Alors, juste avant de rentrer un peu plus dans le détail de la lecture de ces textes, je voulais revenir sur ce qui a été ma démarche à moi dans ma lecture sur la séquence de l'élection présidentielle en fonction des démarches antérieures que j'ai pu avoir, des recherches antérieures que j'ai pu mener, y compris dans des périodes reculées dont je vous ai un peu parlé dans une autre séance, puisque j'ai commencé à travailler sur la question des élections présidentielles et de leur effet de structuration ou de déstructuration
du dispositif partisan et parlementaire il y a environ 35 ans. Voilà. Au moment de l'élection, quand j'ai commencé à travailler un peu sur ces questions-là, j'étais à peine un jeune prof du secondaire à l'époque, à partir de l'élection de François Mitterrand. Avec le collectif avec lequel je travaillais à l'époque, qui m'est pas complètement étranger encore pour un certain nombre d'entre eux, notre idée c'est que dans la suite des réflexions et des analyses d'Olivier Duhamel sur les partis et la Ve République, les institutions de la Ve République avaient notamment dans leur acception, enfin, dans leur dispositif total, c'est-à-dire c'est les institutions 58 révisées 52, avec l'élection du président de la République au suffrage universel, avaient un rôle actif et structurant sur le dispositif partisan, y compris sur le fonctionnement interne des partis. À partir de là, l'idée était que les moments électoraux, le moment de l'élection, était un moment extrêmement important dans la structuration de ce dispositif et dans la façon dont les gens pouvaient s'investir, ne pas investir ce dispositif, structurer leur rapport au pouvoir et leur rapport à l'État. Et donc il y a des moments, il y a certaines élections présidentielles qui ont été un peu des moments fondateurs de longues périodes de la structuration du débat parlementaire. Je pense par exemple à la première élection au suffrage universel du président de la République, celle de décembre 1965, qui institue François Mitterrand comme l'opposant, le chef de l'opposition et du dispositif parlementaire oppositionnel à De Gaulle, qui a un effet sur le long terme, c'est-à-dire la prise de pouvoir de Mitterrand à l'intérieur du Parti socialiste, les différentes candidatures de Mitterrand, et au bout du compte, 81, son élection à la présidence de la République. L'effet élection présidentielle ayant même été quelque part à ce moment-là un peu sous-estimé par celui qui l'avait instauré, par De Gaulle, qui pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste. Il n'avait absolument pas participé à la campagne électorale du premier tour et il n'était absolument pas apparu à la télévision au premier tour. Il s'est retrouvé avec un ballotage. Voilà. Ça peut être aussi des moments de déstructuration ou d'ébranlement du dispositif parlementaire. C'est notamment le cas. Est-ce que c'est un rôle actif ou un rôle, c'est simplement un enregistrement? Mais en 1981, le décrochage électoral du Parti communiste, qui au départ est un décrochage qui a fait frémir la direction du Parti communiste, mais qui faisait passer de 20 à 15%. Mais ça les a fait frémir à juste titre, parce que ensuite ça a été le début de la décrochage voilà, définitif. Ce moment-là est un moment important voilà, du début de la disparition d'une force politique. De la même façon, l'élection, et notamment le second tour de l'élection présidentielle de 2002, Chirac-Le Pen, a eu un effet assez destructeur sur un dispositif parlementaire qui était qui commençait déjà à être en très grande difficulté. Donc, on a, voilà, cette idée-là, nous sommes dans une séquence qui mérite d'être regardée de près, parce qu'elle n'est pas sans effet. Ensuite, la séquence 2016-2017, elle intervient après, enfin la séquence courte, intervient après une séance de transformation et de crise, au fond,
longue et durable du dispositif parlementaire qu'avaient enregistré les élections précédentes. Notamment l'élection de Sarkozy en 2007 se manifeste par des transformations de la carte électorale qui sont particulièrement importantes, une plasticité de l'électorat de droite, alors qui était depuis des décennies beaucoup plus marqué géographiquement que ça ne l'était. On a les mêmes phénomènes en 2012, et sur un fond de décrédibilisation croissante des partis politiques dans leur légitimité à représenter la population, ou des groupes sociaux ou des intérêts. On est dans une longue phase entre 2002 et les 15 premières années du siècle de crise du dispositif parlementaire, et la recherche à l'évidence d'un dispositif étatique qui serait un dispositif étatique plus, comment dire, plus autonome, au fond. C'est le terme que j'emploierais. Dans sa capacité de choix et de décision, et complètement installé, alors sur quelque chose qui se construit durant toutes ces années-là, complètement installé sur les discours sécuritaires sur lesquels nous avons déjà développé un certain nombre de réflexions et de débats, notamment avec l'intervention d'Amar. Bref, pour aller à l'essentiel, comme si se cherchait un dispositif opérationnel qui serait celui de l'État séparé dans un dispositif parlementaire qui ne fonctionnait pas, qui ne permettait pas de le mettre en place, complètement. Enfin, c'est juste après une séquence beaucoup plus courte, qui est la séquence ouverte par le 11 janvier, sur laquelle il faudrait qu'on revienne. Parce que, il se passe, il y a à la fois la prégnance de plus en plus importante d'une logique sécuritaire dans le discours et en acte, et d'autre part, cet événement du 11 janvier dont on avait parlé en séminaire quand ça avait eu lieu, et qui reste un événement relativement obscur, je trouve. Voilà. Mais dont se réclame Mélenchon, par exemple. Alors, pour ce qui est des deux auteurs dont on va parler, Jean-Luc Mélenchon inscrit le discours que je vous ai envoyé dans une réflexion largement publique, parce qu'il a publié des livres, c'est un grand écrivain, hein. Il trouve des éditeurs, et des articles, il a fait des discours, et il reprend, il a une digestion tout à fait personnelle d'un certain nombre de travaux de théoriciens, notamment Laclos et Chantal Mouffe, sur ce qu'on appelle le populisme de gauche. L'expression la plus condensée de sa propre conception, je pense, est dans un bouquin qui s'appelle L'ère du peuple. Et dans L'ère du peuple, en gros, il est à la recherche d'un nouvel antagonisme. Et les classes ne fonctionnant plus, c'est le peuple contre l'oligarchie qui va fonctionner comme nouvel antagonisme. Et d'autre part, il y a besoin de constituer le peuple en sujet historique, et c'est par le rapport à l'État et par la conquête électorale de l'État que ce peuple se constitue. En gros, c'est les deux idées principales qui sont articulées dans ce bouquin. Macron, de son côté, c'est beaucoup moins un écrivain, c'est beaucoup plus difficile de trouver des traces écrites un peu réflexives de ce qui peut le guider d'un point de vue
théoriques, des réflexions. Il y a un article de 2012, dont je crois vous avoir déjà parlé, dans la revue Esprit, qui mérite d'être lu avec attention et qui indique une volonté de se pencher sérieusement sur la question de l'efficacité de l'État, de l'efficacité de l'exécutif et les conditions de prise de décision de l'exécutif et la façon dont l'exécutif doit pouvoir être éclairé sur les enjeux sociaux en se libérant, ce qu'on va retrouver dans ces discours, en se libérant du mode de mise en débat parlementaire des décisions de l'État et des lois. Alors, tout ceci étant dit, en gros, je vais essayer d'énoncer, de mettre en parallèle ces deux discours sur 1, 2, 3, 4, 5 grandes questions dont il traite, dont il parle l'un et l'autre. La première question, c'est la façon de se... Enfin, la première thématique, c'est la façon de se poser en recours ou en rupture dans une situation qui ne peut plus durer. La situation ne peut plus durer, la situation du dispositif parlementaire tel qu'il est ne peut plus durer. L'un comme l'autre se pose comme, sinon un homme neuf, parce que pour Mélenchon c'est un peu compliqué, du moins comme porteur d'une politique nouvelle. La thématique mélenchonienne, c'est celle de la révolution citoyenne, c'est-à-dire que d'inscrire la rupture dans une transformation de l'État, une nouvelle constitution, un référendum. Je vous le cite, hein, nous sommes la révolution citoyenne toujours recommencée. C'est la force du peuple quand il surgit dans son histoire, celui de la liberté retrouvée, celui de la servitude rompue. Cette rupture, c'est une nouvelle fondation. Le peuple lui-même qui se refonde. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en réalité, cette rupture, quelque part, n'est qu'un recommencement. C'est-à-dire qu'il s'inscrit au fond, dans une... C'est pas une rupture, il n'y a pas un avant et après, mais dans une série de ruptures qui constituent un continuum, qui est celui de l'histoire du peuple, de l'histoire de la République, et donc on se retrouve. C'est une rupture qui retrouve quelque chose, qui retrouve un passé, qui retrouve une tradition, qui retrouve un antagonisme. Oui, en écrivant la Constitution, c'est le peuple lui-même qui se refonde. La deuxième chose, c'est qu'il s'inscrit complètement dans la logique institutionnelle et constitutionnelle de la Ve République. C'est-à-dire qu'il propose un acte fondateur qui soit un acte référendaire et constitutionnel. Macron, ma citation sera plus courte, lui aussi s'inscrit dans une continuité, mais je vous lis la citation. Sans ce mouvement, sans cette énergie créatrice, la France n'est pas la France. Ils savent, parce que cela a été notre expérience commune de ces dernières années, ils savent, c'est les Français, qu'une France arrêtée s'affaisse, se divise, qu'une France apeurée, recroquevillée et victime s'épuise en querelles stériles et ne produit que du malheur, malheur individuel et malheur collectif. Donc on n'est pas du tout dans une continuité. Il y a une situation de blocage et la rupture, c'est la marche en avant. On va se mettre à avancer. Et il n'y a que comme ça qu'on sort du malheur. Et pour sortir du malheur, il faut arrêter. Une France arrêtée s'affaisse, se divise.
elle est apeurée, elle se reconstruit. Donc on a un discours sur la rupture qui ne porte pas du tout la même chose. L'une est dans le retour à une longue tradition, et l'autre, la rupture et le passage à autre chose. Autre chose qui reste. Alors, je vous avais lu cette citation, hein. C'est le peuple lui-même qui se refonde. La question du peuple et la question de l'unité du peuple, deuxième question traitée par les deux discours. Côté Mélenchon, là encore, rien de très original, au sens où il reprend, je vous lis, hein, je vous lis 2-3 passages. Notre peuple a été divisé, notre peuple a été éparpillé, notre peuple a été éclaté par les statuts précaires, les allers-retours entre un chômage de masse et une activité provisoire. En tout cela, il a marqué les esprits, tout cela a fait maintes fois perdre de vue ce qui pourtant nous était commun. Dépasser la division, c'est dépasser la division sociale, c'est dépasser les situations de dispersion, dispersion des situations sociales. Il faut une communion des humiliés, il faut la revanche des humiliés, et cette revanche des humiliés, elle est déléguée aux insoumis. Donc le peuple, là on retrouve la conception du populisme de gauche. Le peuple doit se refonder, il se refonde dans l'action institutionnelle, dans l'action parlementaire, et il lui faut un représentant, et le représentant c'est les insoumis. Du côté Macron, elle est là la vraie richesse d'un pays, et le mandat qui nous est donné, c'est de créer de l'unité où il y avait de la division. Le peuple français a montré son impatience à l'égard de ce monde politique fait de querelles stériles et d'ambitions creuses, où nous avons vécu jusqu'alors. Ce qui nous est demandé par le peuple français, c'est de renouer avec l'esprit de conquête. Quatrième citation, derrière tous ces faux procès, on trouve le même vice, le vice qui empoisonne depuis trop longtemps notre débat public, le déni de réalité, le refus de voir le réel en face. Donc ce qui fait obstacle à l'unité du peuple, enfin, ce que Macron appelle l'unité du peuple, c'est le débat parlementaire, c'est le débat public, et ce sont les divisions partisanes, qui empêchent de voir la réalité. C'est assez clair. Troisième question, la question de l'histoire. Convoquée par les deux orateurs, avec du côté de Mélenchon, on ne sera pas surpris une inscription dans une histoire qu'il convoque pour la prolonger. Puissants de la terre, nous voici, nous sommes une nouvelle fois au rendez-vous de notre histoire. Et il reprend un certain nombre d'étapes historiques dont la suite serait la révolution citoyenne. Il part de 1789, de la Bastille où commencent tous les élans de la liberté du peuple de France, puisque c'est là que fut abattu pour la première fois le symbole de la monarchie et de la caste de privilégiés, le vote des femmes, la Commune, le 11 janvier, sur cette place où naguère le peuple de Paris s'est assemblé après les attentats et les crimes destinés à le terroriser et à le diviser, en vain, la force du peuple a gardé son unité, la force du peuple assemblée a tout surmonté, nuit debout, enfin. Donc il y a un invariant qui est, dans son discours,
à chaque fois soumis à des épreuves et soumis à des situations d'épreuve, et cet invariant, il le représente aujourd'hui. Donc c'est une histoire qui est une histoire continue, sans rupture, et toujours recommencer une lutte face à des épreuves et une reconstitution du peuple. Côté Macron, je cite, le mandat du peuple, il est là aussi, c'est enfin le mandat de la fidélité historique. Les Français demandent à leur gouvernement de rester fidèles à l'histoire de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est pour lui? Elle doit prendre la forme non d'un commentaire, mais d'une action résolue en faveur du meilleur. Parce que c'est dans cette action que nous pouvons retrouver les grands exemples du passé, nous en nourrir et les prolonger. Et à la fin, nous aussi, nous aurons fait l'histoire sans nous en être réclamés abusivement. En gardant nos esprits et nos volontés tendus vers le meilleur. C'est une éthique de l'action et de la responsabilité partagée. C'est la fidélité à notre histoire et à notre projet républicain en acte, car la République, ce n'est pas des lois figées, des principes abstraits, c'est un idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, chaque jour resculpté et repensé à l'épreuve du réel. Donc la fidélité à l'histoire, c'est une éthique de l'action. Et c'est surtout pas ce que fait Mélenchon. C'est pas du commentaire. C'est pas se réclamer abusivement. Pour lui, l'histoire, c'est aujourd'hui une éthique de l'action qui se réclame de l'histoire de France et de l'identité française. Et elle peut être, cette République, chaque jour resculptée, repensée à l'épreuve du réel, donc toujours cette question du réel, d'être tendue vers l'action. L'action politique n'a de sens que s'il est accompli au nom d'une certaine idée de l'homme, de son destin, de sa valeur indépassable et de sa grandeur. Alors, quatrième point, la conception de l'action. Côté Mélenchon, je cite, « Il faut maintenir en toutes circonstances une capacité d'intervention directe du peuple, en sorte qu'à tout moment, et du moment qu'en seraient réunies les conditions qui seraient à fixer comme le nombre de pétitionnaires, un référendum puisse être organisé qui autorise la fin du mandat de n'importe quel élu, du maire, du conseiller général, bien sûr, du président de la République. » Sur la souveraineté, nous sommes venus ici de partout proposer à notre peuple de mettre fin à la monarchie présidentielle et à sa collusion intime avec les puissances de l'argent. Ils ont perpétré le pire des forfaitures en démocratie, la trahison du vote du peuple, la négation de la volonté, l'inversion de sa décision. En 2005, en 2012, contre le vote des Français, contre leur volonté clairement exprimée, messieurs Sarkozy et Hollande, présidents successifs de la Ve République, ont donné sans aucune légitimité l'accord de la patrie pour une organisation de l'Union européenne qui confisque la souveraineté du peuple et le soumet à la souveraineté de l'argent. Donc le seul point structurant, c'est la question de ce qu'il appelle la souveraineté du peuple, c'est-à-dire le nécessaire mandat impératif, au fond, que doivent... Il y a une conception du mandat impératif, au fond, à travers ce discours. Le peuple a voté ça, on ne peut pas faire autre chose et il doit pouvoir le contrôler. Il n'y a rien sur la gestion, la décision quotidienne qui est le lot de n'importe quel gouvernement aujourd'hui. Le point de vue de Macron, on ne s'en étonnera pas, sera exactement le contraire.
C'est-à-dire que ce qu'il défend, c'est retrouver la marge de décision de l'État contre ce qu'il appelle les forces de l'aliénation. Alors il les cite, hein. Ce qui nous menace, les forces de l'aliénation sont extrêmement puissantes. La nouvelle division du travail, la misère, la pauvreté, la contrainte financière, la volonté d'autres pays, comme dans l'Europe, il faut être aliéné à la volonté d'autres pays, aliénation à la terreur islamiste, aliénation à la transition écologique, aliénation de notre vie dans ce cas le plus quotidien, c'est les aliments que nous mangeons, etc. Il faut trouver une marge de manœuvre, de décision face à ces questions-là. C'est tout. Alors, y a-t-il... C'est mon dernier point d'analyse. Quelles sont les conceptions de l'État qui se dégagent de ces deux discours? À travers sa conception de la Sixième République, à travers ce qu'il propose d'intégrer dans ce que serait une bonne constitution de la Sixième République, ce que Mélenchon propose, au fond, c'est l'intégration de toutes les règles sociales dans la Constitution. L'intégration de la société dans l'État. Je cite. « J'ai tout balayé tout de suite. L'idée que faire une constitution... J'ai voulu balayer tout de suite l'idée que faire une constitution, ce serait au fond s'occuper de choses assez abstraites qui ne concerneraient que l'organisation des pouvoirs publics. Non. Écrire une constitution, c'est décrire le type de société dans lequel on veut vivre. Écrire une constitution, c'est décrire le type de société dans lequel on veut vivre. Et donc, tout ce qu'on veut régler dans la société, tous les conflits, doivent trouver une solution inscrite dans la Constitution. Les principes sociaux doivent être inscrits dans la Constitution. Voilà, je vous donne quelques exemples de ce qu'il veut mettre dans la Constitution. Il nous faut encadrer la liberté aujourd'hui absolue qui est celle des actionnaires, contre le pillage et le saccage des entreprises. Pour cela, les travailleurs doivent recevoir des droits constitutionnels qui les rendent citoyens de l'entreprise. Deuxièmement, il faut qu'ils aient le droit de remontrance et de défiance contre les décisions qui mettent en danger la pérennité de l'outil de production. Troisièmement, il faut qu'ils aient le droit de péremption en coopérative, c'est-à-dire le droit de devenir pleinement et légitimement les propriétaires. Quatrièmement, il est donc temps d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Systématiquement, ce qui est de l'ordre d'un programme politique, il propose de le mettre dans le dispositif constitutionnel, qui est un dispositif constitutionnel complètement inclusif, et qui apparaît comme la solution à toute question et la solution définitive. Ça sera inscrit dans la Constitution. Du côté de Macron, et c'est, me semble-t-il, au fond, la partie la plus intéressante de son discours au Congrès, il y a un développement assez détaillé des conditions de la liberté de décision, de l'autonomie de décision de l'exécutif et de son efficacité qu'il appelle de ses voeux. Notamment le travail parlementaire. Ça va se traduire par des changements constitutionnels, là aussi. Ça va se traduire par... il y a des propositions qui sont aujourd'hui en discussion. Mais
Qu'est-ce qu'il propose? Je vais au-delà, mais enfin c'était déjà dans les cartons au moment de son discours. La réduction drastique du nombre de parlementaires, la réduction du nombre d'amendements qu'on peut déposer au moment du dépôt des lois, ce qu'il appelle dans son discours mettre fin à la prolifération législative. C'est au fond la mise en œuvre de l'idée que ce n'est pas dans le débat parlementaire que les vraies questions concernant l'élaboration de la loi et son application sont traitées. C'est pas là. Là, cette obsession là, à la fois d'autonomie décisionnaire et d'un nouveau type de contrôle, du rapport à la réalité de la production législative, se traduit alors après sur la façon d'organiser le travail de l'exécutif, sur y compris l'augmentation du travail des commissions parlementaires par rapport au débat plénière, puisqu'il va jusqu'à proposer que des lois puissent être directement, dans son discours, je ne pense pas que ce soit encore le cas dans les propositions qu'il fait, que les lois puissent être directement adoptées en commission, sans débat général. Il propose de transformer complètement le Conseil économique et social, je vous lis là le passage, le Conseil économique et social et environnemental, et de celle-ci, des réformes qu'il veut faire. Sa mission était de gérer entre la société civile et les instances politiques un trait d'union fait de dialogue constructif et de propositions suivies des faits. Cette intention fondatrice s'est un peu perdue. Je souhaite qu'on renoue avec elle. Le Conseil économique et social doit devenir la chambre du futur où circuleront toutes les forces vives de la nation. Nous ferons de cette assemblée le carrefour des consultations publiques. L'État ne travaille pas, il ne réforme pas sans consulter. L'actuel CESE doit pouvoir devenir un forum de notre République. Il réunira toutes les sensibilités, toutes les compétences du monde de l'entreprise et du travail, des entrepreneurs, des syndicats, des salariés comme des indépendants, donnera un lieu d'expression aux associations et aux ONG et deviendra pour l'État la grande instance consultative qui fait aujourd'hui défaut. Alors on voit comment se réduit complètement le champ du débat parlementaire et s'envisage la mise en place de champs d'expertise ou de mise en débat par des experts de façon complètement neuve. Et y compris, alors là c'est un point de convergence avec Mélenchon, il propose de remettre en scène le droit de pétition, d'interpellation de la représentation nationale. Voilà. Je vais m'arrêter là sur l'analyse des textes. Moi, ce qui me semble tout à fait, ce qui m'a semblé tout à fait singulier à la lecture de ces deux textes, c'est que il parle de thèmes. Enfin, il y a un certain nombre de questions, la question de la rupture, la question du peuple, la question de la souveraineté de l'État et de la décision. Ils en traitent tous les deux. Il y en a un qui construit une logique et au fond une reconstruction de dispositifs d'action et de rapport à l'État assez ancien. C'est une reconstruction, un aggiornamento de dispositifs classistes en fait, et un autre qui est dans une réforme profonde, avec une réflexion réelle, dans une réforme profonde d'un État qui serait quelque part enfin débarrassé
ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, bien sûr, de ces divisions parlementaires, de ces discours politiques, de ce qui fait la vie de la politique parlementaire depuis des décennies. Y compris d'un point de vue tactique, la réduction drastique du nombre de parlementaires prévus dans la prochaine Assemblée législative lui donne sur le court terme un moyen d'action non négligeable sur son groupe sortant. Tous ne seront pas réélus parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Et donc il y aura une sélection. Voilà. Il s'assure là d'un silence dans les rangs, qui sera sûrement efficace. Voilà, je m'arrête là. De l'opération. Cherchez dans le texte de Macron, la question de la représentation n'est nulle part. Nulle part. Ça n'existe pas. Il y a un mandat, non, mais il ne représente personne. Tout à fait. Il ne représente rien, ni personne, alors que Mélenchon n'arrête pas de représenter. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux discours de rupture par rapport à une période politique, voilà, qui aurait été et qui ne doit plus avoir lieu. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir donc, que bon, la sémantique est différente, mais, et comme vous le disiez, c'est que par exemple Macron, il a un mandat, mais c'est un peu comme si c'était le mandat de quelqu'un qui avait été nommé par un conseil d'administration, voilà, la personne capable de redresser la barque, relever un peu la culture d'entreprise, quoi. Et ça, c'est assez marquant, parce que du coup, il s'adresse un peu aux gens dans cette, au peuple, dans cette tournure, dans cette posture de The Big Man qui vient. Voilà, intéressant aussi, c'est que Mélenchon, c'est The Big Man, mais dans la tradition républicaine presque, un peu héritier de l'histoire républicaine, et justement qui est là pour rétablir la République quelque part. Cette indexation de toute mobilisation et de toute politique et de tout discours politique, la question du peuple, au débat parlementaire depuis l'élection. C'est-à-dire que toute l'activité des Insoumis est réglée, il faut aller voir le site, etc. C'est réglé par le calendrier parlementaire, point barre. C'est complètement réduit au calendrier parlementaire. C'est tout à fait impressionnant. Oui. Moi, j'ai juste une question que je me posais justement, c'est surtout dans le discours de Mélenchon, qui est le peuple? Dans le sens, ça, je pense que c'est une question que moi, j'ai pas vraiment la réponse. Il a l'air de vouloir faire appel à différents mouvements qui ont existé récemment, etc. Et que donc ils vont confluer de façon presque évidente avec son mouvement, comme si ce mouvement, en fait, c'était en gros cette confluence de différentes choses. Donc en sous-entendant qu'ils sont tous avec lui, chose que je pense qu'il faudrait aussi vérifier. Et aussi, on parle d'un peuple qui se mobilise, mais on parle du peuple justement de la loi El Khomri, de la nuit debout, etc. Enfin, est-ce que c'est la France, enfin je veux dire, est-ce que ces peuples à laquelle il s'adresse, c'est vraiment les peuples français, dans le sens, son discours qui finalement c'est un discours aussi étatique, dans le sens extrêmement étatique, est-ce que dans cet état-là, il y a tous les peuples français? Est-ce qu'il y a justement les derniers, enfin ça sera peut-être ma déformation professionnelle, mais les quartiers, les cités qu'on connaît, etc. Est-ce qu'ils sont là-dedans? Moi je pense que c'est pas un hasard le fait que par exemple il n'a pas cité les mouvements contre la violence policière. Je
je pense que c'est pas un hasard le fait qu'il a cité, là je veux pas réduire ces mouvements voilà, une classe moyenne, intello, chic de gauche, ça peut être autre chose aussi, j'espère aussi, mais je pense que c'est quand même, il s'adresse à un peuple qui est un monde qui pourrait être sensible d'être intéressé à lui, voilà. Mais c'est pas la France, quoi. Et dans les discours, justement, quand vous énoncez sur l'État séparé et sur les rôles, justement, que l'État, il aurait, enfin, à qui il s'adresse, l'État que Mélenchon veut détruire, et à qui s'adresse l'État que Mélenchon veut construire. C'est un peu ça ma question. C'est vrai que dans l'exposé, j'aurais pu rajouter ça. C'est-à-dire une page blanche. Qu'est-ce qui n'est pas traité? Mais alors là, de ce point de vue-là, c'est la même chose qui n'est pas traitée dans l'un et dans l'autre. Oui. Voilà. Ça s'adresse pas à tout le monde. De ce point de vue-là, ce sont deux discours qui s'accommodent totalement de la classe séparée. Et qui, dans la suite ensuite, enfin, ne serait-ce que pendant la campagne électorale, au moment où il y a le FRTO, la mort d'Adama Traoré, etc., le positionnement de la France insoumise était pire que minimal. Pire que minimal. Ils n'étaient même pas au courant à la limite. On est bien d'accord. Et ça a continué après, puisque Ruffin s'est fait remarquer dans une réunion publique en disant qu'il n'était pas au courant. C'était affolant, quoi. Donc de ce point de vue-là, j'aurais pu rajouter effectivement une partie de qu'est-ce qu'on ne trouve pas et quel sens ça a qu'on ne trouve pas ça dans ce discours. D'autant que ça se réalise ensuite. C'est-à-dire que quand se met en place un dispositif législatif et réglementaire vis-à-vis des étrangers qui est la pire situation qu'on connaisse depuis 60 ans, le mouvement La France Insoumise, qui est justement très indexé sur le calendrier parlementaire, n'occupe pas beaucoup le terrain de la résistance à cette législation sur le terrain parlementaire. Alors, de ce point de vue-là, voilà, ils sont bien dans le même... ils sont dans le même bateau, quelque part. Ils sont dans le même bateau. C'est le meilleur adversaire que Macron pouvait imaginer. Parce qu'en plus, on peut imaginer comment, justement, enfin, c'est des discours qui vraiment, ils guident en tout cas la politique locale de toute la France, on le sait. Enfin, je veux dire, quand on voit maintenant je me rappelle plus qui, la mairie de Paris, justement, s'inquiétait du stress des poissons pêchés dans la Seine, quand on a justement des situations désespérantes d'immigrés à Stalingrad, voilà, ça parle justement de qu'est-ce que c'est de politique environnementale. Mais voilà, et les thèmes de l'environnement, tous ces thèmes-là, sont des thèmes absolument fondamentaux, mais qui touchent quand même un public qui est bien défini, je trouve. Juste une question travailler, en fait, c'est juste par rapport à la question de la nouveauté. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau dans le discours, notamment de Mélenchon? C'est-à-dire, si on revient sur les discours qui ont émergé pendant le XVIIIe siècle, si on revient sur cette séquence que Michel Foucault appelle par exemple la guerre des races, avec la naissance des races au sens des nations, des nationalismes, je pense que le discours de Mélenchon est vraiment dans cette ligne droite du particularisme français, de la race française, beaucoup plus violent certainement qu'un discours qui pense l'État en lien avec la question du marché. Donc chez Macron. Donc la question ici, c'est vraiment, on voit toujours en fait c'est doublé avec Mélenchon, ce doublé de politique État.
donc l'État qui va déboucher sur quelque chose de... qui doit faire déboucher, ou bien qui doit déboucher sur quelque chose d'ordre d'institution. Tout est légalisé, tout doit passer par la loi, tout doit être inscrit dans la loi. On est vraiment dans une dimension héritière de cette guerre des races qui sera la guerre des classes, et donc qui serait le communisme tel qu'il est pensé avec l'Union soviétique ou bien avec d'autres États-partis purs. Alors qu'avec Macron, justement, c'est la question, est-ce qu'il ne s'ouvre pas une autre possibilité de discours qui réduirait les grandes institutions quelque part de l'État? C'est pas la pratique. Dans la pratique, c'est absolument pas ça. En fait, on voit vraiment le retour immense, surtout avec la question de la déradicalisation, radicalisation de l'État. Les grandes institutions de souveraineté qui reviennent en masse avec ces propositions même sur pourquoi pas le service militaire obligatoire, etc. Mais autrement, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre, ce que je pense, je l'ai lu quelque part de Sylvain Lazarus, appelle ce doublé politique État. Est-ce qu'il n'y a pas un autre doublé qui pourrait s'ouvrir au-delà de la question de doublé politique, organisation du point de vue des gens? Est-ce que le marché, est-ce que les discours sur le marché, est-ce que quelque chose qui se joue dans d'autres États comme les États-Unis ou qui s'est joué dans une autre histoire telle que les États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ouvre l'espace d'une autre politique qui au moins laisse ou permet l'émergence d'une communauté avec un État moindre dans quelques secteurs? Oui. Oui, non, moi, ce qui m'a marqué des deux discours, celui de Macron et celui de Mélenchon, est qu'on peut envisager un point commun, que c'est un sort comme presque une dissolution du Parlement et de son rôle. Mais là, il y a deux approches différentes vers cette but. Par exemple, il me semble de voir presque un scénario d'un Empire romain, où il y a Macron qui se pose un peu comme un empereur romain, comme une sorte de nouveau Caligula, qu'il veut faire du Parlement quelque chose d'inutile, qu'il pourrait même mettre à soir dans les rangs des sénateurs son cheval, comme il avait fait Caligula à l'époque. Ou aussi de l'autre côté, on a Mélenchon, qui c'est une sorte de nouveau Catilina, qui arrive à déliner une vision politique où on n'aura plus besoin du Parlement parce qu'il y a le pouvoir au peuple. Le peuple retournera à avoir sa souveraineté. Dans cette discussion ici, ce qui m'a frappé surtout, c'est que Mélenchon il arrive à parler de monarchie parlementaire, comme pour se référer à discours qu'ils ont fait aussi de nos collègues anthropologues comme Dupideri, qui affirme que nous ne sommes pas dans une société démocratique. La démocratie, c'est qu'un mot sur l'insigne, qu'en réalité, depuis la Révolution, rien n'a changé. Nous sommes encore dans une société aristocratie, devenue non plus aristocratie héréditaire, mais aristocratie élective. Et opposé au discours anti-monarchiste de Mélenchon, il y a des discours poussés vers une action extrême de Macron, qui utilise aussi un lexique avant-gardiste où il n'hésite pas à se référer à la solitude et au désert de nos vies. Il y a par exemple une partie initiale qui m'a rappelé, qui me semblait presque de lire Les Comités Invisibles. Je cite: oui, le simple amour de la patrie. C'est que celle-ci s'incarne dans la solitude des collines de Haute-Provence ou des Ardennes, dans la tristesse des grands ensembles où une partie de notre jeunesse s'abîme, dans la campagne parfois dure à vivre et à travailler, dans les déserts industriels, mais aussi dans la gaieté surprenante des commencements. De cet amour nous tirons tout, je crois, la même impatience, qui est une impatience d'agir. Si on laisse tomber la référence à la patrie, il semblerait presque de lire les Tikkun de première manière. Et là, je comprends mieux la blague qui est tournée il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, que c'était un détournement d'une affiche de Macron, repris par le profil officiel de Macron qui disait « Nous avons un seul horizon, maintenant, nous avons une seule obsession, l'action ».
Et ça, c'était une blague appelliste faite par des supporters de l'ultra-gauche qui ont réussi à s'infiltrer dans les groupes macronistes, et le profil officiel de Macron a décidé « Ah, c'est joli cette histoire, on va la reprendre ». Donc, je pense que cette impatience d'agir, cet ultra-dynamisme, ça marque aussi un peu les esprits du temps, de droite comme à gauche, comme aussi dans l'ultra-gauche, qui se fondent un peu sur volontarisme extrême. Aussi, Macron parle de la volonté, parle de volonté personnelle, comme Mélenchon, il se réfère, oui, au peuple, mais surtout aux citoyens, donc à la possibilité de l'individu comme citoyen de la société. Donc, tout un volontarisme extrême qui dépasse toute lecture radicale dans laquelle nous sommes habitués. Il n'y a plus de classe, il n'y a plus de sujets révolutionnaires, il y a un retour à l'individu, soit les citoyens, soit aussi dans le discours de Macron, qui me semble de comprendre qu'il se réfère aux citoyens, qui est très marquante. Donc, une action, une volonté d'action qui, selon moi, marque un peu l'esprit du temps. Aussi, si on va à l'étranger, par exemple en Italie, presque tous les candidats, surtout le mouvement 5 étoiles, se référaient à la volonté d'action, au pouvoir du citoyen, au pouvoir du peuple. Réduction des parlementaires. Oui, aussi la réduction des parlementaires, les non-partis qui c'est un mouvement, et tout ça. Donc, oui, tous les deux sont aussi, sur Macron, sur Mélenchon, sont des forces populistes. Disons que Macron, c'est un populisme élitiste qui affirme que nous n'avons plus besoin du Parlement parce qu'en fait, le Parlement, c'est inutile. Point. Dans un cynisme qui commence à caractériser la figure de Macron. Je voulais te poser des questions d'ordre plus sur ta propre position problématique sur quelques points en jeu là, sur l'État aujourd'hui, sur dispositif électoral, l'État partidaire, la question de la légitimité, etc. Un peu, d'une certaine façon, quel est ton... soit en termes de pistes, d'interrogation, d'état des lieux de cette question, pour toi? C'est une petite question. Oui, mais c'est l'assise de la... L'assise, globalement, je pense qu'on peut faire effectivement le constat que le dispositif parlementaire, comme dispositif de représentation et d'espace de débat, de mise en public en débat d'un certain nombre de grandes questions, est épuisé. De ce point de vue-là. En tout cas, l'expérience populaire de ce dispositif sur une séquence dont les deux protagonistes réclament la fin, se disent en lecture, on va savoir de quelle période il s'agit, il faut avoir une petite chronologie, mais l'expérience, c'est que cette politique-là, ce qu'on a appelé politique, ce qui reste de la représentation nationale à travers les partis, ne fonctionne plus. Ça fonctionne au spectacle, ça fonctionne à la corruption, et tout le monde le voit. Donc, si on part de ce premier constat, la stratégie mélenchonienne, le dispositif mélenchonien est un dispositif hors du temps, quelque part. Il propose une restauration d'un dispositif parlementaire, enfin d'un dispositif représentatif, électoral, même si c'est une représentation nationale sous contrôle. C'est un retour presque au mandat impératif des débats
la première révolution, quelle que soit sa stratégie pour le mettre en œuvre, il n'y arrivera pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Deuxième constat sur la situation actuelle, dont nous avons déjà parlé et à plusieurs reprises en la prenant par d'autres bouts, un des enjeux aujourd'hui de l'intervention populaire, de la puissance populaire, c'est sa capacité à intervenir sur l'expertise des décisions et à partir d'une expertise des décisions. Mélenchon s'en contrefout. Je ne suis pas sûr qu'il pense qu'il y a une expertise populaire. Ce qui m'ennuie beaucoup, pour tout vous dire, ça je ne le mettrai pas sur YouTube, mais ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que je trouve que celui qui a, en ayant une toute autre position que la volonté qu'il y ait une puissance populaire sur la question, mais celui qui a le diagnostic le plus juste sur cet enjeu-là, c'est Macron. On a un problème d'expertise, et d'expertise d'usage de la loi des décisions. Et lui, il a des propositions d'ouverture d'espace sur cette question, et y compris la façon dont il gère les grandes réformes par des tours de table avec les syndicats, etc. On peut dire, c'est en partie vrai sûrement, que c'est du spectacle, que c'est une façon de noyer le poisson. Je ne suis pas sûr que ça soit que ça. Je pense qu'il y a aussi, voilà, pompage d'informations, d'éléments qui lui permettront d'ajuster sa décision. Le souci de Macron n'est pas la puissance populaire sur l'expertise, le souci de Macron, c'est ajuster au mieux les décisions publiques. Mais il sait que pour ça, il y a besoin de cette expertise. Je trouve que de ce point de vue-là, il est beaucoup plus contemporain que Mélenchon. Et que poser Mélenchon comme son opposant principal, c'est le plus beau cadeau que pouvait lui faire Mélenchon, parce que c'est lui qui est sur le contemporain. Et sur ce terrain-là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a même pas de proposition alternative aux propositions institutionnelles de Macron. Disant, voilà, on prend au mot ça, mais comment on fait? La décision qu'il a prise sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est une décision, je ne vais pas mettre sur le dos une affaire qui n'a pas été montée par moi, hein, et me retrouver avec des combats de CRS au milieu de la Brière, alors que c'est pas moi qui ai voulu cet aéroport, mais il y a aussi profondément l'idée que cet aéroport était inutile. Hein. Qui s'est d'autant moins emmerdé que ça ne correspondait pas, au réel. Il y a quelque chose qui est véritablement contemporain et en partie fondateur dans ces dispositifs étatiques. Sauf que, voilà. Sauf qu'il n'y a pas d'intervention populaire, il n'y a pas une subjectivité d'intervention populaire là-dessus aujourd'hui. Ça c'est mon premier point. Le deuxième point, sur mon point de vue personnel, c'est ce que soulevait Andrea tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que sur la question de l'État séparé, ils sont tous les deux dedans. L'un l'organise et l'autre ne le conteste pas. Quelque part. Ce point de vue-là, il y a un consensus. Ils sont dans un consensus. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Oui, une remarque. On a parlé de la problématique de la représentation. Depuis longtemps, la crise de la représentation, les partis ne sont plus représentatifs, etc., etc. Mais peut-être avant même la problématique de la représentation, il y a, en particulier chez les deux, là, une problématique du sujet. Il y a des sujets. Ils ne sont pas exactement les mêmes. Alors, tu as parlé du peuple comme sujet, mais par exemple, Macron parle aussi des Français, et puis
Alors, il y a deux figures différentes chez l'un et chez l'autre de la question du sujet. Alors, chez Mélenchon, comme tu l'as indiqué, il y a une existence propre du sujet, c'est le peuple citoyen, c'est quelque chose comme ça, il y a une entité qui existe. Alors, la question du sujet, c'est une question, c'est pas simplement une question très opératoire, hein, selon qu'on suppose qu'il y a un sujet ou pas. La sociologie, par exemple, une partie de la sociologie va assez vite sur le fait que quand il y a groupe, il y a sujet. Voilà. Chez le père Marx, c'était un peu plus compliqué. Il y avait la classe en soi, la classe pour soi chez les paysans. Et même, le fameux sac de pommes de terre. Et même pour les ouvriers, un peu plus tard, c'est pas parce qu'il y a des ouvriers qu'il y a une conscience prolétaire. Voilà. Mouvement, vous voyez, ça ne veut pas dire mouvement conscient de l'antagonisme. Donc, question du sujet, c'est en ce sens-là que je la traite, c'est pas au sens de la philosophie, de la question du sujet en philosophie entre Platon, Descartes et la rupture contemporaine. Alors, je voulais vous signaler ce point parce que c'est pas inintéressant. Chez l'un, il y a un sujet existant. Le peuple, ça existe. Chez l'autre, il y a un passage très curieux sur... Est-ce que j'ai marqué la page sur... ah ouais. Sur la question du sujet, à mes yeux. Je parle de ce lien politique qui naît de l'élection et crée entre l'électeur et l'élu un pacte, c'est Macron hein, qui dit ça, un pacte, un contrat, pas simplement moral, mais politique au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire exprimant le sens même de la citoyenneté. Et il parle à ce sujet-là de république contractuelle. Et donc, Macron propose cette figure où c'est l'État, si j'inclus le vote dans l'État, comme un dispositif étatique, c'est l'État qui crée le sujet. Alors que chez Mélenchon, il y a une entité propre. Or, ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Bon, je l'ai signalé. Mais il y a un petit texte de Pierre Clastres, l'anthropologue, qui a écrit La société contre l'État. Mais dans un entretien, il avait eu cette phrase, ce propos qui m'avait frappé. Il disait « C'est l'État qui crée les classes à l'époque ». Mais là, Macron dit bien « C'est l'État qui crée le sujet ». Les Français ou les électeurs, c'est l'État qui crée le sujet. C'est un débat. Parce que autant il y a, à mon sens, des entités tout à fait qui ont une existence propre. Mais qu'est-ce que l'État crée sur ce plan-là? En termes d'effet de conscience, en termes d'effet de sujet. Alors là, il y a vraiment les deux. Il y a une position quasi, une antériorité que tu soulignais, disons de la société, enfin des sujets sociaux, des sujets sociétaux, et qui interpelle l'État, et l'État devrait s'y plier, et de l'autre côté, une figure où c'est l'État qui et c'est l'État qui est responsable de la situation, de la mauvaise situation, y compris en termes de subjectivité, de conscience des gens,
D'où c'est la réforme de l'État la refonte de l'État, son opérationnalité, son rapport au réel, son efficacité, sa rapidité qui va régénérer une puissance nationale et la conscience des sujets. Le débat est ouvert. Mais est-ce qu'on peut dire que d'une part nous avons un peuple qui agit à l'intérieur de l'État et d'autre part un autre peuple qui agit à l'extérieur de l'État en fait? Est-ce qu'il existe cette relation d'extériorité, intériorité à l'intérieur ou enfin, dans l'État? Ouais. Si vous me posez la question, comme moi je décline tout à fait la problématique en termes de sujet. Je n'y crois pas du tout. Enfin, je la crois en regard de la situation contemporaine. Et d'autre part, ce qui m'intéresse, c'est ce qui peut se passer, ou ce qui pourrait se passer, et aussi des choses qui se sont antérieurement passées, qui démontrent que c'est possible à distance de l'État. Mais je ne crois pas que ce soit, en termes de comment dire, que ce soit en termes de sujet, c'est pas des voilà. Parce que si vous voulez là, comment dire, la problématique de Mélenchon, c'est une problématique ancienne qui est, d'une certaine façon, il y aurait une puissance propre du côté du peuple qui aurait un efficace à l'endroit de l'État. Quelque chose comme ça. Alors que Macron développe une problématique strictement étatiste là-dessus, strictement étatiste, y compris l'État s'appropriant la morale, la question nationale, la morale, etc., etc. Et paradoxalement, il n'y a pas chez Macron de problématique du dedans-dehors. Il n'y aurait pas l'espace étatique et quelque chose qui serait... L'espace étatique peut tout. Il peut porter l'histoire, il peut porter la fidélité, il peut porter la liberté, il peut porter la fraternité, il peut porter l'ordre, il peut porter la guerre, il peut porter, etc. Il est d'un éclectisme ordonné. Et même pas éclectique du reste. La question de est-ce que ça marche ensemble, est-ce que ça marche pas ensemble. En plus, si vous voulez, dans les faits, j'imagine que ça se pose dans vos travaux de recherche, aux uns et aux autres, dans les faits, on est tous très contraints à être de là où on développe un travail de recherche, avec qui, comment, avec qui on parle, d'où on est. Voilà, si vous voulez. De ce point de vue-là, la question serait plutôt de savoir, pour vous, comment se constitue cette question de, par exemple, si vous êtes en termes de sujet, ce sur quoi le groupe sur lesquels, avec lesquels vous discutez, vous travaillez, dont vous voulez présenter un peu la nature, comment vous le constituez, est-ce que son identité est en partie d'ordre institutionnel, étatique, en partie d'ordre subjectivité propre, etc. Ça serait... ce qui est intéressant dans votre question, c'est que peuple peut circuler d'une vision, dans des positionnements tout à fait différents, selon que l'on affirme qu'il a une source
qu'il existe en soi, pour employer cette terminologie, ou bien que, somme toute, sa subordination à l'État est une question majeure. Et là, ça dépend vraiment de... Si vous voulez, c'est une vraie question. Il y a un débat sur les printemps tunisiens. La question de la puissance populaire dans le printemps tunisien, s'est-elle arrêtée là où elle devait s'arrêter, avec la chute de Ben Ali, ou bien cet arrêt est-il une faiblesse alors qu'il aurait dû avoir une puissance étatique en lieu et place de laisser les dispositifs étatiques et les dispositifs électoraux à des systèmes des partis, des représentations, etc. Et vous avez les deux thèses. Vous avez aussi une bascule historique qui, moi, m'a toujours frappé. C'est pas de votre génération, c'est pas vraiment de la mienne, mais elle est tout de même là. C'est que la France est occupée à partir de 1940, comme vous savez, par les Allemands. Pétain vient au pouvoir. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de la chute de l'Allemagne nazie et de la libération, la situation se tend, et Pétain organise, dans le début de l'année 1944, une manifestation à Paris de soutien qui réunit des millions de gens, Et 6 mois après, au mois d'août, De Gaulle réunit des millions de gens. Et je pense peut-être les mêmes. Et l'analyse de cette succession contrastée dans les intitulés est ouverte. Alors il y a le point de vue courant qui consiste à mettre en avant la versatilité. Voilà, le peuple. Mais c'est peut-être pas la bonne analyse. Et peut-être plus complexe que ça. Moi, je voulais revenir sur l'idée du sujet. Je croyais que tu allais répondre. Puis après, oui, sur ces questions-là. Mais chez Mélenchon, c'est quasiment un peu dans son texte et encore plus dans l'ère du peuple, c'est un retour à la problématique de l'en soi et du pour soi. C'est-à-dire le peuple, il existe en soi, mais il ne devient pour soi que lorsqu'il se fond avec l'État. C'est quasiment un retour au mythe de la fusion. Sa phrase, hein, je le rappelle, en écrivant la Constitution, c'est le peuple lui-même qui se refonde et s'amalgame en un tout pour redevenir la République une et indivisible. C'est effrayant. C'est effrayant. Enfin, c'est l'état du peuple tout entier. C'est une vieille expression soviétique. Justement, j'ai pensé en même temps que j'écoutais vos interventions sur la question de ce nouveau sujet qu'on voit donc les peuples français, chez Mélenchon par exemple, on voit que c'est vraiment un artifice, il n'y a aucun fondement réel, je veux dire, elle ne se forme pas, justement. Moi je pense par exemple à des mouvements qui sont critiquables pour d'autres raisons, mais comme par exemple en Italie les mouvements 5 étoiles, ils naissent d'une série de mouvements qui ont existé dans un territoire donné. Il naît comme ça, après il a pris la forme qu'il a pris, etc. Mais je veux dire, les nous dont il parle Mélenchon, c'est, je ne sais pas si c'est un souhait, ce qu'il souhaiterait que ça soit un nous, mais c'est quelque chose qui n'existe nulle part en fait, c'est ça que je veux dire. Et qu'on a l'impression qu'il veut faire exister pour les moments électoraux, en gros. Il faut le créer là, parce qu'il faut recréer l'État, donc il faut recréer les peuples pour recréer l'État. Mais donc voilà, on a 3 mois pour le faire, quoi. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est que il y a... C'est un faux nous, en fait. Et même
les petits, les différents mouvements ou des nœuds temporaires qui se sont créés, etc., je ne suis pas sûr qu'ils rentrent dans cette logique-là et que voilà, que même Nuit debout, etc., soit pressé à signer cette charte avec Mélenchon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement... comme s'il avait besoin de ces sujets et qu'il fallait le construire et donner l'impression aux gens que ça existe, en fait, ou qu'il doit exister et que sans lui, il ne peut pas exister. Je sais pas, c'est... Justement, nous tous, on travaille sur des mouvements, sur des... Je pense que là-dessus, Macron est plus explicite. Je pense que Macron nous donne y compris une partie de la réponse à l'opération, à son opération, mais aussi à l'opération de Mélenchon. Je reprends cette citation, je parle de ce lien politique qui naît de l'élection et crée entre l'électeur et l'élu un pacte. Bon, c'est lui qui le dit. Un contrat, pas simplement moral, mais politique au sens le plus fort du terme, etc. etc. Ça, c'est du souhait, au mieux, du discours. Et c'est le même thème que la fusion du peuple et de la Constitution dans la République une et indivisible. Donc, vous avez cette grande question sur l'État au sens large, c'est-à-dire la question de sa légitimité. Je pense que l'un et l'autre sont obligés, dans un projet profondément étatique, qui est celui de l'exercice du pouvoir, fait partie de l'exercice du pouvoir le discours sur quel est le sujet qui légitime le pouvoir. Mais le sujet là, c'est quasiment une nécessité au discours étatique. Alors moi je considère que les élections c'est des dispositifs de légitimation. Absolument de légitimation religieuse, etc., etc. Ce n'est peut-être pas que cela, mais dans tous les cas, ce sont des exercices de légitimation. Et finalement, apparaîtrait l'idée que l'État a besoin d'affirmer, le discours de légitimité de l'État a besoin d'affirmer un sujet. Et ils n'affirment pas le même. Et Macron est explicite, c'est le lien politique qui naît de l'élection, c'est-à-dire c'est l'État, c'est la participation à une pratique de l'État qui légitime l'État et qui en même temps constitue un sujet exigeant qui serait la République contractuelle. Alors, est-ce que ce qui se crée indépendamment de cela, par exemple les mouvements ou des choses comme ça, relèvent de la même catégorie de sujets? Je ne le pense pas. C'est-à-dire si on... mais ce qui est intéressant dans ces deux discours, c'est de voir combien eux ont besoin, comme dispositif de légitimation d'un projet étatique et constitutionnel, soit d'une nouvelle constitution dans un cas, soit de réforme drastique, enfin très, très, très forte de l'État, ils ont besoin de postuler un sujet. Alors, c'est le discours de quoi? C'est le discours de la légitimité, mais c'est aussi le fait que l'ordre, à supposer le rapport d'ordre, de domination, que l'ordre de l'État, pour le dire vraiment très platement, a besoin de s'argumenter d'un consensus propre. D'ailleurs, l'exercice du pouvoir a besoin, mais ça c'est vrai, a besoin de s'appuyer sur une adhésion, ce que moi j'appelle un acquiescement au pouvoir, un acquiescement à l'État. Et la question qui est posée, c'est quelle est la racine
que moi je trouve intéressante, c'est quel est l'acquiescement de cet État. C'est-à-dire sur le fait qu'il y a un accord général sur des gens sur la nécessité d'un dispositif d'ordre, de domination, et dont le caractère de violence de ceci est déplorable, mais on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans un dispositif d'ordre. Ça ouvre à toute une série de discussions, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'autres approches, mais dans les faits, ils argumentent l'un et l'autre comment ils formulent le dispositif d'acquiescement à l'ordre étatique qu'ils proposent de mettre en place.